Bonjour à tous, bonsoir à tous, et bienvenue sur mes lectures. Avant d'écouter la vidéo qui va suivre, je vous remercierai par avance de liker, de commenter, de vous abonner si le contenu vous plaît, et d'activer la petite cloche, oui, pour toujours recevoir les notifications. Je ne sais pas si vous le savez, mais YouTube invisibilise mon contenu, car il est fort probable que la lecture des œuvres que je vous présente aborde des sujets controversés. Je vous remercie par avance, et je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, chers lecteurs, chères lectrices, nous allons voir le chapitre 3 du livre de Jacques Bainville, Histoire de France. Commençons. Les prémices de Charlemagne. Pour voir à quel point la France, que dis-je, la Gaule a tant accepté le brassage, on remarque ce que Bainville écrit à la page 41 de son œuvre. L'explication du consentement en est une clé. Il ne fut pas manqué, peut-être par épiphénomène à chaque dynastie, mérovingienne comme carolingienne. Une assimilation, qui est peut-être l'axiome le plus important de nos ancêtres, de notre histoire, rendit les Francs assimilés à leur tour par les Carolingiens. Et rappelons pour l'histoire que les Carolingiens furent représentés majoritairement par l'Austrasie, la partie germaine de la Gaule, nord-est-est. Charlemagne fut la résultante d'un tel brassage. Tous les rois précédents le furent aussi. L'éclatante victoire de la dynastie carolingienne n'est pas à voir, et ça c'est moi qui le dis, comme une mauvaise dualité pour la Gaule, car elle en faisait une nation. Mais avant de voir une telle figure sortir du bois, rappelons tout de même que dans un souvenir de regret, l'Empire romain était pour l'époque le meilleur, ou un des meilleurs modèles, malgré ses convulsions, ses déboires, ou encore ses atrocités. L'empreinte réservée était celle d'une certaine paix qui aspirait à revenir. La fille aînée de l'Église. Les Carolingiens tentèrent de reconstituer une telle entreprise. Pépin, roi de l'époque, mourut en 767. Mais auparavant, la première marche avant un rêve d'empire fut gravie. La Gaule avait été pacifiée. Voici l'œuvre de Pépin. La succession repoussa le reste des invasions barbares arabes, alors campées en Narbonnaise et en Provence, jusqu'au derrière des Pyrénées. Vient alors, pour le pape de l'époque, une nouvelle menace qu'ils doivent affronter. Attaqués par les Lombards et abandonnés par l'empereur de Constantinople, ils demandent la protection du roi franc. Une naissante relation éclate. À partir de là, nous dit Bainville, la religion romaine, qui avait par le pape le souvenir de la chrétienté, fut sauvegardée d'une domination européenne et devint objet d'indépendance nationale. C'est cela qui, même si Pépin n'avait pas vu aussi loin, confirmait cette alliance avec l'Église en renforçant sa dynastie. La France fut vue au dehors comme la première puissance catholique, une promesse d'influence et d'expansion. En somme, la fille aînée de l'Église. Par la rencontre avec Étienne II, qui nomma le roi de l'époque par un sacre de surcroît, il lui donna le titre de patrice. Et qu'est-ce qu'un patrice? Donc c'est un titre non héréditaire du bas empire romain institué par Constantin, qui avait le rôle de premier rang après les Césars. Voilà, c'est une source Wikipédia. Par ce titre, l'union de l'Église et des Carolingiens, l'Empire d'Occident redevenu avant cela l'Empire de la chrétienté. Et fut Charlemagne, Charles le Grand, Carolus Magnus. Empereur était Charlemagne, du moins le rêve de grandeur souhaité aux côtés d'Alexandre le Grand et bien d'autres encore. Et pour y arriver, le processus successoral de l'époque était bloquant. Charlemagne devait encore partager les terres avec son frère Carloman. Le point bloquant de la succession ne définissait pas encore l'État français dans sa pleine et entièreté, car le pouvoir du père ne se transmettait pas de mal en mal par primogéniture. L'histoire nous montre que ce sont les Capétiens qui l'amorceront. Bien heureux ou non, Bainville ne nous explique pas comment, mais l'histoire le raconte. Charlemagne devint le seul maître à bord à partir de 771, et son but était de continuer Rome, de refaire l'Empire. Et petit point d'observation, contextuellement à l'époque, on remarque que les guerres successives de cette époque-là appelaient une sorte de Pax Romana, le paix romaine qui était, probablement pour nos ancêtres, le moment où la violence de l'État fut préférable à la barbarie des grands chemins. Une observation que je trouve intéressante et qui permet peut-être de comprendre l'état d'esprit des rois de l'époque. Mais est-ce qu'elle était toujours partagée par le peuple? J'en doute. Dans son objectif de conquête, Charlemagne libéra le pape des Lombards en lui prenant la couronne de fer. Un de ses plus grands échecs fut la conquête de l'Espagne et peut-être aussi le départ d'un long conflit.
Passant du corps de Roland, de l'attaque basque au retour de Charlemagne après l'Espagne, sa plus grande idée, héritée du souvenir de Rome, était d'en finir avec les barbares germains en leur imposant la Pax Romana. 18 de ces campagnes militaires sur 53 eurent pour objectif malheureux de réduire et de soumettre les Saxons, et y réussit. Charlemagne alla encore plus loin que César. Il atteignit jusqu'à l'Elbe, en réduisant, dit-il, le pays en province comme l'avait fait Rome avec ses conquêtes. Le protagoniste analogue à Vercingétorix fut aussi vaillant que lui. Nommé Witikind, il fut un héros de l'indépendance germaine. L'histoire retiendra que Charlemagne eut réussi plus de façade malheureusement qu'en profondeur, là où Rome avait réussi avec les Gaulois une assimilation chrétienne. Mais l'Allemagne, devenue au fur et à mesure de sanglantes guerres de religion christianisée, voyait en Charlemagne un souverain national. Et là, je subodore de mon côté qu'il était nécessaire de porter un grand coup à la Germanie pour tenter en son cœur de faire cesser les incessants assauts barbaresques. Mais l'idée d'une nation chrétienne ne fut jamais suivie. L'empire carolingien se dessinait de plus en plus. La puissance de la renommée de Charlemagne s'emportait même jusqu'au Danube. Il refit Marc Aurèle et Trajan, et dans sa quête de la couronne impériale, il la reçut en l'an 800. La féodalité enracinée et la fin de l'empereur. De ce que nous dit Bainville, la féodalité n'était pas réellement décrétée. Elle fut pendant longtemps l'œuvre d'une coutume, à l'instar du droit, qui aujourd'hui se propage à elle en lui attribuant un certain décorum, parfois pesant et mortifère, et dont certains se gargarisent prétendant l'interpréter, alors qu'elle se comprend au sens strict, quand elle ne provient pas d'un terreau illégitime, le droit actuel. Il y a d'ailleurs un très bon livre là-dessus, désolé de faire une pause, qui s'appelle La supercherie judiciaire. Je me souviens plus de l'auteur, mais je vous lirai ce livre. On reprend. Il lui donna alors une organisation. La féodalité fut naissante pendant les incessants assauts barbares ou pauvres. Faibles de gens demandèrent protection à de puissants seigneurs. Tellement ancrée dans l'histoire de notre pays, Charlemagne voulut la régir. Où homme de rien entrait pour un avenir plus glorieux, et la supprimer par décret aurait été une entreprise trop compliquée. Pour alléger les tâches administratives, prévenir le morcellement de l'État, il concéda à titre révocable des terres en portions. Bainville nous dit que l'origine du fief nous vient d'ici. Mais la politique militariste d'un empereur à un empire laissa une profonde marque sur le paysage français, où l'enthousiasme n'était pas au beau fixe et où chaque jour à la mort de l'empereur fut rempli de ses propres démons, d'hommes dont il se méfiait et d'autres. Sa résidence principale à Aix-la-Chapelle était, dit Bainville, comme un poste de garde, à mi-chemin entre l'Elbe et la Loire. Un peu comme un voyant, il ressentit avant sa mort une funeste fin pour la suite de l'empire qu'il avait construit. Raison lui fut donnée. Et c'est probablement logique si tout cela fut écrit plus tard. Et après, à sa mort, la dynastie des Pépinides, ou des Pipinides, comme vous voulez, fut épuisée de toute sa vigueur. Louis le Pieux fut encore surnommé par ironie débonnaire. Puis des révoltes recommencèrent. Un nouveau cycle de violence était enclenché. Du petit peuple, aux évêques, en allant aux seigneuries, personne dans l'Empire n'avait vu en Louis le Pieux une suite à Charlemagne. Si bien qu'à sa mort, ses trois fils se battirent armes à la main pour savoir à qui l'héritage reviendrait. Les trois fils étaient Lothaire, qui voulut maintenir l'Empire en tant qu'unité. Les deux autres, Charles le Chauve et Louis le Germanique, se liguèrent contre lui, et chacun reçut un bout de terre qui allait définir la suite de l'histoire de France. Charles le Chauve possédait la partie neustrisienne, qui est l'ouest de la France, Lothaire la partie lotharingienne, qui est l'outre-Rhin jusqu'à la moitié de l'Italie, et Louis le Germanique le reste de l'Allemagne impériale de Charlemagne. De ce jour naquit une guerre de territoire. D'un côté pour la Germanie, à défendre la terre héritée par succession, et de l'autre d'une ancienne possession impériale héritée de leur père. Des trois, c'est peut-être Charles le Chauve qui plus tard se nationalisa français comme roi en repoussant le plus loin possible Louis de Germanie. Là où son père avait constitué un empire, lui n'avait pas réussi mais recréa néanmoins une unité française affirmée. Une idée nationale qui allait être recueillie par d'autres bien plus tard. Le chapitre 4 racontera la naissance des Capétiens et peut-être la plus sombre période de notre histoire. Mes lectures a vu le jour en septembre 2023, sur l'impulsion d'une idée.
présenté sous forme de podcast, de vidéo, un contenu court extrait de lecture que je présente. Tout le travail de synthèse que j'effectue, je le fais car j'aime lire. En somme, je suis un peu comme un aventurier où ce qui le fait vibrer, c'est voir à chaque fois de nouveaux horizons. Pour moi, c'est tourner des pages et découvrir ce qu'elles me réservent.